Toujours dans les débats et les confrontations d'idées, nous sommes très heureux de venir à votre rencontre, comme chaque dimanche soir, pour de nouvelles soirées de débats culturels. Eh bien, toute l'émission de ce soir tournera autour d'un ouvrage qui s'inscrit dans la collection Nous Autres, éléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse. C'est le quatrième ouvrage entièrement consacré à quelle thématique? Eh bien, au travail. Travailler avec un point d'exclamation, c'est presque une injonction, un ordre sur lequel nous reviendrons tout au long de l'émission de ce soir. Tout ça, bien sûr, sous la direction de Amine Khan qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Amine Khan, bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Également. Nous allons marcher, vous et moi, jusqu'aux premières lueurs du matin. Voilà, on n'est pas dans la métaphore, je vous rassure, mon cher ami. J'aurais du mal à vous présenter. Vous avez étudié l'économie et les sciences politiques et la philosophie à Alger, Paris, à Oxford. Au cours de votre carrière professionnelle, vous avez notamment été enseignant, diplomate et fonctionnaire international. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif Présence de Tahar Jaout, bien sûr marqué dans la mémoire collective, paru chez Balzac en 2013. Vous avez entre autres publié un livre de poésie intitulé Rumel, paru aux éditions Apic à Alger, donc en 2014. Vous avez dirigé les 3 premiers volumes, nous le disions au sommaire de l'émission, de Nous Autres, éléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse. Qu'est-ce que l'Algérie heureuse? À travers toutes les manifestations qui secouent le bassin méditerranéen en général et l'Algérie en particulier, eh bien, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'éditions, je le disais, en 2016 mais également en 2017. Vous avez également fait paraître poèmes, doutes et jours amers. Diplômé, il faut insister là-dessus. Vous êtes également poète en français et en arabe algérien. Et bien sûr, nous écouterons votre discours, votre rapport à la ville, votre rapport au métier, votre rapport à la valeur, votre rapport à la gouvernance et à la non-gouvernance par la même occasion. Et bien tout au long de l'émission, merci d'accepter notre invitation. Alors donc, sous la direction de Amine Khan, je vous le disais à l'instant, Travailler, c'est le dernier ouvrage de cette collection Nous Autres, paru aux éditions Chihab. Rebonsoir Amine Khan. Alors, travailler avec un point d'exclamation, serait-ce une injonction ou un ordre? Travailler, c'est avec le point d'exclamation, c'est un point d'exclamation qui revient hein, des pensées, le précédent, oui. Là aussi à l'infinitif avec un point d'exclamation. Le prochain sera marcher aussi avec un point d'exclamation. Toujours d'actualité, mon cher ami, mais oui. Tous les textes aujourd'hui sont plus actuels que jamais, sur lesquels nous reviendrons tout au long de l'émission de ce soir. Celui d'après, ça sera lutter avec un point d'exclamation. Oui. Et celui qui est envisagé après, c'est aimer, et aussi avec un point d'exclamation.
d'exclamation. Ça, ce ne sont pas des injonctions, mais des exhortations que nous nous faisons à nous-mêmes. C'est-à-dire que dans la démarche de nous autres, nous nous sommes donnés comme obligation personnelle et collective, hein, de penser, de travailler, de lutter et d'aimer. Parce que nous pensons que c'est par ces 4 axes pris en charge de façon déterminée que nous arriverons à sortir du marasme dans lequel on était, en tout cas avant le 22 février. Même si nous sommes aujourd'hui dans une situation globale de confusion totale et absolue, Amin Khan, qu'elle soit intellectuelle mais également morale, vous le disiez. Écoutez, tout cela, ce sont des textes et des livres qui ont été faits, je disais, avant le 22 février. Et avant le 22 février, il est clair que il y avait peu de raisons visibles d'être optimiste, parce que nous étions depuis de nombreuses décennies engagés dans une dynamique d'autodestruction de la société algérienne, et avec les résultats qu'on pouvait voir, un système éducatif désastreux, une non-économie, un système de santé aussi scandaleux, etc., etc. Il n'y avait pas d'éléments objectifs susceptibles de nous rassurer sur l'état de la société. Pourtant, notre démarche, comme celle d'autres personnes, a été de toujours croire dans le génie du peuple algérien, dans notamment sa capacité de résistance, et aussi sa capacité, au moment de grandes difficultés, de grands dangers, de puiser en lui les ressources... Malgré toutes les colonisations successives depuis des siècles. Malgré tous les problèmes qu'on a eu à subir, de puiser au fond de lui-même les ressources politiques, les ressources spirituelles, les ressources morales de son existence. Et depuis le 22 février, nous avons la démonstration que cela est possible. Pourtant, vous dites, hein, je le rappelle encore une fois dans votre texte, délitement, mutation, une esquisse de l'alternative, je le disais encore une fois, plus actuelle que jamais dans votre texte. Vous écrivez une société aujourd'hui engluée dans la rente, prisonnière du malaise de consommer sans produire, de réussir sans travailler, de mentir sans conséquence, d'abuser de tout pouvoir disponible et de subir toutes les contraintes de la confusion et toutes les vexations du désordre régnant. Société en déliquescence, inexorablement attirée par les aimants sismiques de l'illusion et de la soumission. Comment peut-on réellement aujourd'hui parler d'évolution dans ce contexte? Non, précisément le titre de mon papier, c'est délitement, mutation et j'esquisse une alternative. Mais on va revenir sur beaucoup de... Oui. C'est-à-dire que la dynamique qui préside aujourd'hui, et je rappelle quand même cette date du 22 février qui est potentiellement une date de rupture, notamment avec cette dynamique-là, était une vraie dynamique d'effritement de la société, d'affaissement de la nation, de délitement de l'État, de l'économie, etc., etc. Et ce que je dis ici, c'est que la seule façon de sortir de cette situation, ce n'est pas par la réforme d'un système qui est non réformable, mais c'est d'établir une véritable rupture dans tous les sens du terme et avec tout ce que cela implique. Donc notamment sur le plan institutionnel, politique, économique, culturel, etc., etc. Alors, l'éducation, vous écrivez, l'éducation est la priorité des priorités. Elle est la mère de toutes les batailles. Elle est au cœur de la mutation dont le pays a un besoin vital. Aujourd'hui, on va revenir encore une fois, Amin Khan. Aujourd'hui, l'échec magistral des politiques éducatives du régime se traduit notamment par l'effondrement de la qualité de l'enseignement, la baisse drastique du niveau des enseignés et des enseignants, la régression dramatique du statut de l'éducation dans la société, le total décrochage scientifique et technique de l'Algérie par rapport au monde, la fuite ininterrompue des cerveaux vers l'Europe et l'Amérique, la grande corruption matérielle et morale prévalant dans ce secteur. Serait-ce réellement le chaos ?
Non, ce n'est pas le chaos, parce que c'est un chaos. Attendez, vous dressez un tableau des plus sombres. Enfin, on est aussi dans la vérité, la réalité. Hein. Non, ce n'est pas un chaos visible, mais c'est un chaos, en réalité, qui a été couvert par l'aisance financière du pays. Oui. Qui a été couvert négativement d'abord par le fait qu'avec ce qu'on appelle la guerre civile, il y a eu un traumatisme et donc des silences et des acceptations ensuite de choses qui étaient inacceptables. Mais ensuite, dans les 20 dernières années, ce qu'il y a eu, une société qui a été noyée dans la corruption et l'aisance financière de l'État a permis de cacher cela. Et donc, le chaos n'était pas visible a priori. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sanction immédiate des échecs que nous avions dans l'éducation, dans l'économie, etc., etc., parce que nous sommes dans le cadre d'une économie rentière. Et donc, les ressources naturelles seraient-elles aujourd'hui une véritable malédiction pour l'Algérie? Les ressources naturelles sont ni une malédiction, ni une bénédiction. Leur utilisation dépend, leur bonne ou mauvaise, dépend de la qualité de la gouvernance que vous avez dans un pays. Un pays comme la Norvège, qui est un pays démocratique, a des ressources pétrolières et gazières importantes. Ça ne conduit pas l'État norvégien à devenir rentier, corrompu, corrupteur, prédateur, etc. Chez nous et dans les autres économies rentières, la disposition de ressources financières énormes, mais qui sont à la discrétion d'un groupe d'individus illégitimes et sans scrupules, ça conduit nécessairement au désastre qui était en train de se dérouler et qui, on l'espère, va être contrarié par l'insurrection populaire à laquelle nous assistons. Et dans quel état sont les universités aujourd'hui? C'est une autre question à laquelle vous répondez dans votre ouvrage, je le rappelle encore une fois, Travailler. C'est paru aux éditions Chihab pour vos questions et vos réactions. cultureclub@20tv.dz. Vous écrivez à Mintren, je vous cite: les universités algériennes sont absentes des classements internationaux. Le nombre de publications scientifiques dans les revues spécialisées reconnues au niveau international est extrêmement bas. L'hémorragie, vous parlez bien d'hémorragie, des compétences est massive et continue depuis plusieurs décennies. Il y a bien des scientifiques algériens ou bien d'origine algérienne qui émergent et sont reconnus à travers le monde, mais bien que souvent formés initialement en Algérie et souvent jusqu'à l'université, ils n'ont pas pu atteindre des niveaux élevés, voire très élevés de compétences et de production intellectuelle que grâce aux institutions qui les ont accueillis en Europe, mais également en Amérique. Les intellectuels, entre parenthèses, et j'insiste sur la parenthèse si vous le permettez, aujourd'hui ont été très souvent très critiques concernant les médias, la télé, la radio et les journaux. Réellement, quel est leur rôle aujourd'hui dans ces bouleversements sociaux et politiques? Vous savez, où sont-ils? Où sont aujourd'hui nos intellectuels? Les intellectuels, comme les autres catégories sociales, obéissent à des considérations tout à fait objectives. Ou est-ce qu'ils obéissent à un ordre établi, à un régime? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans un régime, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tel ou tel régime se met en place. Dans notre cas, et ça explique le rôle des intellectuels qui sont souvent décriés à tort parce que les intellectuels, comme d'autres catégories, comme les travailleurs, comme d'autres catégories de la population, ont dans leur vie, dans leur lutte, ont contribué à résister à un ordre qui était un ordre, et qui est, puisqu'il est encore là, qui est un ordre absolument négatif et que les gens ont refusé. Mais il faut bien se rendre compte que les intellectuels, comme les autres catégories sociales, dans un système de dictature, même si on ne parle pas naturellement de dictature concernant l'Algérie, parce qu'on est une dictature un peu, disons, relativement soft et relativement sous-développée, incohérente, etc. Mais dans un contexte de dictature, il est
c'est contre nature que de développer une activité intellectuelle pour le cas. Parce que l'activité intellectuelle présuppose la liberté, l'exercice de la liberté. Et les libertés s'arrachent, mon cher ami. Oui, oui, Ouais. et c'est précisément ce qu'ont fait certains intellectuels. Il ne faut pas généraliser et dire les intellectuels n'ont pas fait ci ou n'ont pas fait ça. Non, c'est pas une attaque. Moi, je voudrais juste lire, approcher leurs analyses et leur vision de l'Algérie de demain. Oui, oui. Non, pas... oui. Il y a eu précisément, notamment dans les dernières années, il y a toujours eu des gens qu'on regroupe sous le vocable d'intellectuels, mais qui se sont exprimés dans un sens, et d'autres qui se sont exprimés dans l'autre. Ouais. Nous autres, ouais. Élément pour un manifeste de l'Algérie heureuse. Nous avons, si vous voulez, la position qui a consisté précisément à résister à cet ordre dominant de façon très concrète en développant les instruments de la connaissance qui, à notre avis, seuls permettent de faire face aux problèmes auxquels nous faisons face. Et vous dites souvent que notre société est prisonnière de la domination, une domination interne mais également externe. Qu'est-ce que vous d'abord voulez dire par là? Et vous parlez souvent également d'archaïsmes qui sont extrêmement puissants. Oui, et en disant cela, nous avons bien conscience que ce sont des problématiques qui sont universelles. Et les sociétés, à des degrés divers, sous des formes différentes, sont confrontées à la question de la domination et à la question des archaïsmes. Dans les sociétés les plus développés aujourd'hui, des archaïsmes comme la violence, le recours à la violence, la misogynie par exemple, sont extrêmement présents. La question de la domination se pose et s'est toujours posée. Encore atteint de ce syndrome du colonisé dont on parlait bien avant le début de l'enregistrement de l'émission de ce soir? Non, c'est un des si vous voulez, la question... Parce qu'on cite souvent Frantz Fanon dans l'ouvrage. Hein. Oui, oui. Non, la question de la domination, c'est une question complexe, mais qui doit être appréhendée de façon extrêmement concrète. Donc, nous ne sommes pas pour les discours qui généralisent ou qui simplifient à l'excès soit l'histoire, soit les catégories. Un des apports, nous estimons, enfin de nous autres, c'est précisément d'attirer l'attention des gens sur le fait que des questions comme la domination, mais d'autres questions, leur source... La domination de la pensée ou la domination d'un système aussi. La source de tous les problèmes auxquels nous faisons face réside notamment dans l'usage des mots et des concepts. C'est-à-dire que et c'est un des effets de la domination, on est dans une espèce de bain de références médiatiques et intellectuelles et autres qui font qu'il y a des discours qui sont posés et que l'on veut imposer comme évident. Voilà. Et donc le travail de libération par rapport à cette domination, par rapport à ces archaïsmes, par rapport à cette aliénation, c'est de commencer à questionner le sens des mots et des concepts. Alors, sous la direction de Amin Khan, travailler avec un point d'exclamation, Redouane Assari, Saïd Jaffer, Tinhin Al-Qadi, à qui nous allons donner la parole dans quelques instants, vous-même bien sûr, Ahmed Maïdi, Nassima Ahmed Tahri, Fatma Zohra Oufriha, à qui nous rendons hommage, qui nous a quittés pendant cet été, Abdelghani Rahmani, Najib Sidi Moussa, Fouad Soufi et Arsqi Tahar qui a justement envie d'intervenir. Je vous écoute, Arsqi Tahar. Vous venez de citer la liste des personnes qui ont contribué à cette revue. Je crois que vous avez déjà entre vos mains une revue qui a été... Elle en est à son 4e numéro, je crois. Je crois que ça, déjà, est la preuve qu'il y a des personnes dans ce pays qui essaient de faire autant que faire se peut, de s'impliquer, de penser, de réfléchir autour, par exemple,
de la problématique du travail, autour de la problématique de pensée, autour de la problématique, le premier numéro... C'était la présentation, générale. Voilà, c'est déjà... La démarche en elle-même est un signe... Mais ça n'était pas non plus un doigt accusateur contre la sphère intellectuelle, pas du tout. Moi, je voulais... Les intellectuels, le rapport dans ce par quoi la société est traversée est aussi par le fait de pondre, d'écrire, de réfléchir sur comment s'en sortir. Ouais. Et dans ce numéro, par exemple, il y a d'illustres dans ce numéro et dans d'autres. Oui, mais pendant de longues... Moi, je parle de la démarche et de l'initiative. Mais pendant de longues années, ça n'a malheureusement pas été le cas. Alors, maintenant, je vais vous répondre, je vais dire une chose sur pendant de longues années, comme vous dites, il n'y a pas eu. Il y en a eu. Des tentatives. Je vais vous dire comment. Allez-y, demandez dans les instituts de sociologie, des sciences humaines, les groupes de recherche. Et les revendications, les écrits doivent sortir des universités et investir la rue, mon cher ami. Et ben voilà. On était dans un système, je parle d'avant le 22 février, oppressif, où il y avait des intellectuels organiques qui étaient Vous parlez au passé, vous voulez dire que... Attendez, vous dites, si je comprends votre discours, que tout cela est du passé, le système n'existe plus, est tombé. Non, je ne dis pas ça. Non, mais attendez, mais il faudrait par la même occasion resituer je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a eu des intellectuels, depuis 1962, qui ont essayé d'écrire, de réagir, de dire une parole qui ne va pas dans le sens de ce que les tenants du pouvoir voulaient. Et ces gens-là existent. Il y en a eu qui ont été opprimés, qui ont été interdits, qui ont été obligés de partir, ou là qu'on a fait. Vous voulez dire que certains ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Il faut pas dire que ça a été un désert, parce que le fait qu'il n'y ait pas... Est-ce que vous m'avez entendu dire cela? Bien sûr que je les ai entendus dire. Je les ai lus, je les ai entendus parler. Le problème, il est dans la visibilité. On avait un système qui était fait pour ne pas donner de visibilité à ces gens-là. Le pourquoi du départ de centaines, de milliers d'intellectuels, de scientifiques de ce pays, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient dire. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'il y avait lieu de faire pour un intellectuel. Et je ne jette la pierre à personne pour ceux qui sont partis. Mais il y en a qui sont restés ici, qui ont essayé. Tout à fait. Qui ont essayé. Et qui ont eu de la visibilité sur ces mêmes plateaux. Par exemple. Donc aujourd'hui, à partir du 22, qui est une date de rupture hyper importante, le peuple, cette sortie de tout un peuple de dizaines de millions de personnes, avec des intellectuels parmi eux, avec des gens qui étaient opprimés dans les centres de recherche, les gens qui ne pouvaient pas éditer un système. Par exemple, quand on parle du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a des jeunes, il y a des gens en magistère, des doctorants, des docteurs qui pondent des choses, qui écrivent des choses. Je suis à 1000% d'accord avec vous. Mais qui ne sont pas connus. Et qu'on ne laisse pas, il n'y a pas, pour les faire connaître, pour libérer la parole. Libérer la parole de nos intellectuels. Parce qu'il ne peut pas y avoir de libération de parole sans démocratie, sans liberté de pensée, sans liberté de conscience, sans liberté individuelle et sans liberté collective. C'est un tout. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas eu tout ça avant. Et ce peuple, et on est sortis tous le 22, depuis le 22 jusqu'à demain, c'est parce que, jusqu'à vendredi prochain, c'est parce que le peuple a ressenti cette oppression-là. Et avec eux, des intellectuels aussi qui ont vécu l'oppression. Travailler, je le rappelle encore une fois, c'est le dernier ouvrage de cette collection Nous Autres, sous la direction de Amin Khan. L'Algérie heureuse, serions-nous dans une forme d'utopie, vu les bouleversements, les violences et les quêtes identitaires, Amin Khan, mais également tous ceux qui nous regardent à travers leurs questions. Juste un mot à ce propos et une anecdote. Quand le premier volume de Nous Autres est paru, donc en 2016, donc il y a 3 ans maintenant, on était dans une situation telle qu'on l'a décrit. Et donc il y a quelqu'un qui est fin, qui s'intéresse à ces choses-là, qui a eu un sentiment sympathique à l'égard du bouquin, mais qui m'a dit l'Algérie heureuse, je ne comprends pas très bien. J'ai dit quelque chose, peut-être qu'il a été convaincu, peut-être que pas.
Mais j'étais extrêmement heureux le lendemain du 22 février de lui écrire un mot et de lui dire « Voilà la réponse à ta question. L'Algérie heureuse, c'est ça. » C'est-à-dire que c'est une Algérie qui retrouve confiance en elle, qui se donne les moyens vraiment d'avoir une place dans le monde, une place qu'elle mérite, parce que je pense que tous les peuples méritent d'être traités avec respect, de trouver une liberté d'action, de penser, de créer. Et l'Algérie a, de par son histoire très particulière, a toutes les raisons de réaliser, Inch'Allah, de réaliser cette formidable chose qui est la création des conditions de l'épanouissement et du bonheur de tout un peuple. Quel est aujourd'hui le rapport de l'Algérien au travail? Quand vous écrivez, donc travailler avec un point d'exclamation, alors on est dans quelle approche? On est dans une approche individuelle ou une approche collective? Non, on est toujours dans une approche qui est à la fois individuelle et collective, parce qu'il y a une dimension, il y a toujours une dimension morale, donc une interpellation à nous-mêmes de défendre certaines valeurs, et donc ça, c'est chaque individu qui est responsable devant sa conscience et qui fait selon ses moyens et ses convictions. Mais nous sommes conscients aussi du fait que non seulement à l'échelle du pays, mais à l'échelle du monde, en fait, de plus en plus, les questions sont imbriquées et il y a des dynamiques qui sont d'emblée des dynamiques collectives et je dirais internationales. On le voit aujourd'hui, nos frères soudanais ont commencé à se soulever dès le mois de décembre. Ils ont aussi un historique de lutte et de souffrance assez extraordinaire, mais ils ont reçu un appui moral extraordinaire de la part des Algériens, et donc il y a déjà un impact qui n'est pas encore perceptible de façon éclatante, mais dans d'autres coins du monde. Il y a la comparaison qui se fait en notre faveur, et ça surprend beaucoup de monde, avec la révolte en France. Donc, si vous voulez, il y a ce monde qui se rétrécit, et qui s'est rétréci d'autant plus que nous sommes à l'ère où beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, que beaucoup des luttes qui sont glorieuses dans le passé n'ont pas eu le même impact parce que précisément les moyens de communication ne permettaient pas de faire connaître les actions des uns et des autres. Aujourd'hui, y compris grâce aux réseaux sociaux, on est capable de valoriser toutes nos actions, etc. Et elles sont collectives. Et la démonstration depuis le 22 février, c'est que un peuple, ça existe. Ce n'est plus une notion démagogique ou une notion abstraite, c'est une réalité vécue. Ouais. Tinina El Khadi dit autre chose. Elle dit on nous parle des Algériens comme d'un ensemble homogène, un peu comme si tous les Algériens et les Algériennes étaient interchangeables, qu'ils étaient tous atteints du même syndrome infaillible de flemmardise et d'un manque d'ambition chronique. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais est-ce qu'à un moment donné, nous avons mesuré l'ampleur des dégâts psychologiques sur la décennie noire et notre rapport au travail et à la projection d'une Algérie de demain? Amine Khan, c'est ma dernière question avant d'aborder vos questions sur cultureclub@matv.dz. Oui, Tinhinan. Je précisais que le passage que vous venez de citer, c'est une critique. Non, mais ça, je le sais que trop bien. Mais je vais revenir à vous, ne vous en faites pas. Amine Khan, la décennie noire et notre rapport à la projection de l'Algérie heureuse de demain. Écoutez, un des grands problèmes auxquels la société doit faire face, c'est de confronter la réalité de ce qui s'est passé
pendant les années 90. Or, à la fin des années 90, qui ont été un désastre absolu et auquel nous avons survécu en tant que nation et en tant qu'État et en tant que société par cette espèce d'appel aux ressources profondes de l'esprit algérien, ce désastre, d'une certaine façon, se prolonge et se prolongera tant que nous n'avons pas, en tant que société, fait l'effort de voir la vérité de ce qui s'est passé. Et donc, cette politique qui a consisté à mettre sous le tapis un traumatisme énorme et des réalités extrêmement douloureuses et nocives, cette politique n'a fait que retarder l'échéance inévitable de la confrontation par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90. Là, ce qui est assez émouvant, c'est que le peuple algérien, avec ce qu'il a subi, a inventé cette forme de révolution pacifique qui précisément tire la meilleure leçon possible de ce que la société a subi dans les années 90. Et donc, il y a une espèce de transcendance qui s'est opérée dans la mesure... Oui, et de transcendance qui s'est opérée dans la conscience des gens qui savent que le moyen de réussir cette révolution, c'est en étant pacifique, en étant déterminé, mais pacifique. Ça c'est une leçon extrêmement importante de cette révolution. Les années 90... Ça n'est pas un soulèvement, c'est une révolution, sire. À mon avis, c'est une révolution populaire, démocratique, d'essence démocratique. Pourquoi? Parce que ce peuple s'est soulevé pour mettre fin à un régime qui est précisément antidémocratique. Et donc, on imagine mal que cette union, cette symbiose de la quasi-totalité du peuple algérien se soit faite sans que l'essence de cette action soit véritablement démocratique. Et on le voit, un dernier mot, on le voit dans le fait que ces manifestations et ce mouvement et cette révolution réunit toutes les catégories sociales, toutes les tendances politiques, toutes les opinions, toutes les régions du pays dans un mouvement. Et même au-delà, hors de nos frontières. Et même au-delà. Ouais. Et c'est en cela que cette révolution est d'essence populaire et démocratique. Sous la direction de Amin Khan, je le rappelle encore une fois, le dernier ouvrage, le 4e, travaillé, je le rappelle, tout ça rentre dans le cadre d'une série de livres, Nous autres, éléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse. Tinhin Al-Qadi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter encore une fois notre invitation. Merci. Alors, votre article, votre travail tourne autour du travail algérien, chinois et mythe culturaliste. Vous écrivez, je vous cite, pour ce volume de Nous autres, Amin Khan m'a proposé de contribuer avec un texte comparant la notion du travail chez les Algériens et chez les Chinois. Mais comment attaquer un texte qui compare la culture du travail chez ces deux peuples sans tomber dans une analyse qui se résumait à la phrase suivante: les Chinois travaillent dur, les Algériens pas vraiment. L'Algérien serait-il réellement un peuple de fainéants ? C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc il y a beaucoup de discours qui, historiquement, à travers le temps, définissent la notion d'un peuple au travail à travers la culture. Donc on voudrait nous faire croire qu'il y a des peuples travailleurs, des peuples qui travaillent dur, comme les Chinois ou les Européens ou d'autres peuples en Asie, et des peuples feignants. Et d'après la littérature académique, mais aussi beaucoup de médias, les Algériens seraient feignants, donc notre culture nous pousserait à ne pas travailler. Voilà, il y a souvent cette perception que l'Algérien arrive au travail à 10h, qu'il quitte à 14h. Enfin, ce n'est pas faux non plus. Hein. Oui, en fait... Allez voir les administrations au-delà de 14h, et en particulier pendant le mois sacré du Ramadan, qui est à quelques semaines. Absolument. En fait, mon argument, c'est que cette réalité peut être vraie. Réalité peut être vraie. Par contre, les raisons qui mènent à ça ne sont pas nécessairement des raisons déterministiques ou des raisons culturelles
culturel et qui ne serait pas changeable à travers le temps, qu'on ne pourrait pas modifier à travers le temps. Donc, ce que j'essaie de faire dans mon chapitre, c'est vraiment d'aller à l'encontre des récits qui nous disent que voilà, c'est défini par la culture, que c'est comme ça et que ça ne changera pas. Les Chinois, c'est des gens qui travaillent très dur, mais les Algériens, pas du tout. Donc, ce que j'ai réussi à faire, ce que je fais à travers ce chapitre, c'est que je repars un peu dans l'histoire et je trouve des passages d'autres peuples qui sont vus comme des peuples très travailleurs, comme les Allemands ou encore les Japonais ou les Chinois. Et en fait, on arrive à voir que ces peuples-là, au début du 19e siècle, étaient aussi décrits par les dominants de l'époque comme des peuples feignants. Et donc, c'est un peu ça l'essence de mon argument, c'est que le rapport d'un peuple au travail n'est pas déterminé par sa culture, mais change à travers le temps d'après des facteurs économique très important, et je cite l'industrialisation. Et vous dites également que la productivité est loin d'être sacralisée comme le travail, Tin Hinan. Mais chez nous, actuellement, la productivité n'est pas sacralisée. Donc, par exemple, quand on voit dans les administrations publiques ou même dans des entreprises privées, il n'y a pas un système d'incitation qui est basé sur la productivité, sur l'effort, sur l'innovation. Donc, en ce moment, dans le contexte actuel, ça ne l'est pas. Mais après, ce que je dis, c'est que ça change à travers le temps. Donc, si demain, on a un système qui essaie d'inciter les gens à devenir plus productifs, à devenir plus travailleurs, il n'y a rien dans notre ADN qui nous empêche de travailler et d'être un peuple productif. Et pourtant, nous évoluons dans une économie de culture entière. C'est ce que disait au sommaire de l'émission Amir Khan. Absolument. Mais c'est que, en fait, c'est lié à des structures politiques qui ont utilisé la rente pour pérenniser un système à travers le temps. Et on le voit, il y a des discours de nos dirigeants. Par exemple, je cite un discours de l'ancien Premier ministre, M. Sellel, qui disait aux jeunes, oui, vous pouvez utiliser les crédits de l'ANSEJ pour acheter des voitures ou pour organiser votre mariage. Et ce qui est complètement absurde, parce qu'en fait, avec ce crédit, un chef de l'État qui pense au long terme, qui pense, ou un Premier ministre qui pense à l'économie, pousserait les jeunes à aller dans des secteurs où l'Algérie est compétitive, à aller dans des secteurs innovants et essayer de produire, de créer un réel tissu industriel. Et on ne faisait pas ça. Donc la culture de la fainéantise a été voulue, a été pensée, absolument. Et c'est une culture ce que je dis, c'est mon argument, ça vient d'en haut. Quand on voit un président de la République gagner des présidentielles, là je parle de 2014, sans faire un meeting politique, sans donner un discours, sans adresser la parole au peuple, on se dit quelle valeur on donne au travail, quelle valeur on donne à l'effort. Et donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous. On peut, demain, avec un nouveau gouvernement, et moi aussi, je suis très optimiste par rapport au soulèvement qui a commencé le 22 février, et je pense aussi que c'est une révolution populaire, démocratique, qu'on peut changer ça. On peut parler aux Algériens, expliquer que l'économie rentière, l'économie basée sur les hydrocarbures n'est pas durable, et qu'il nous faut changer de modèle, repenser notre rapport au travail et essayer de transformer les structures de notre économie. Et dans ces conditions-là, qu'apporte l'Algérie comme valeur au monde, d'après vous ? Actuellement, on est un pays du tiers-monde qui exporte principalement du gaz et du pétrole. C'est principalement ça aujourd'hui notre contribution au monde. La production scientifique en Algérie est très faible, fait partie, donc la contribution scientifique de l'Afrique est l'une des plus faibles au monde, et l'Algérie se positionne même au sein de l'Afrique comme un pays qui produit très peu par rapport par exemple à l'Afrique du Sud ou au Nigeria ou au Ghana. Donc on est quand même, il y a un retard scientifique qui est important, et c'est très problématique dans le contexte de l'économie mondiale, le fait qu'on soit aujourd'hui dans une économie du savoir, où le savoir a une valeur économique très importante par rapport aux autres outils de production tels que le capital ou la ressource humaine. Le savoir et la recherche sont très importants pour le développement aujourd'hui, et quand on voit l'état de nos universités, le manque de production
publications scientifiques, on se dit que la tâche est quand même assez colossale, mais pas impossible. À un moment donné, vous nous parlez du pétrole et de la construction de la mentalité de l'assistanat, et vous écrivez, à l'opposé de la rareté, il y a l'abondance, la profusion, l'excès, l'aisance, il y a le gaz naturel et le pétrole, il y a l'économie rentière. Néanmoins, si on accepte que la rareté à elle seule ne détermine pas le rapport d'un peuple au travail, il faut aussi, par simple prolongement logique, accepter que la richesse en ressources naturelles en soi ne détermine pas la paresse. Le pétrole n'est pas une fatalité pour le travail. Ce qui compte, c'est ce qu'on décide d'en faire. Il peut au contraire servir de caisse de financement pour des emplois et donner des moyens au gouvernement d'introduire un système d'incitation qui encourage l'effort, le travail et la compétition aujourd'hui. Parlez-moi justement, l'Algérie peut réellement s'engager dans la voie de véritables solutions, et quelles seraient-elles d'après vous ? Donc absolument, en fait, c'est pas une fatalité, la rente. Ça n'est pas une malédiction. Absolument, en fait, le pétrole, c'est de l'argent. On vend, on a de l'argent. Après, l'argent, on en fait ce qu'on veut. On peut décider d'investir dans des secteurs productifs qui vont générer de l'emploi de qualité, qui vont aider l'Algérie à émerger, à bouger de son statut de pays vulnérable qui dépend... Est-ce que les conditions sont favorables pour penser et réaliser ensemble un effort massif ? Demain, je pense que oui, on est dans un contexte où il y a beaucoup de changements dans la bonne direction, et je me dis qu'avec un nouveau gouvernement, avec de nouvelles institutions, on peut demain penser à changer ça. Moi, je me suis beaucoup intéressée pendant mon cursus académique au modèle chinois. La Chine, il y a à peine 30 ans, c'était l'un des pays les plus pauvres au monde. On parle de la plus grande famine de l'histoire de l'humanité. C'est en Chine à la fin des années 50. Et aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique mondiale par PIB. Et très grand compétiteur des États-Unis, et tous les pays européens ont peur de la Chine. Donc ce changement qui s'est opéré en Chine à partir de la fin des années 70, avec l'arrivée en l'occurrence de Deng Xiaoping au pouvoir, a réussi à établir un nouveau système, des nouvelles règles du jeu qui font qu'aujourd'hui la Chine est une réelle puissance. Donc je me dis que ça serait complètement possible pour l'Algérie aussi d'adopter des politiques intelligentes, des politiques qui positionneraient l'Algérie demain comme le géant que ça devrait être. Vous dites nous sommes aujourd'hui capables de non seulement répondre aux besoins du travail, mais aussi et surtout capables d'innover, de concevoir et de rechercher et de développer. À relire les descriptions qui étaient faites des Japonais, des Allemands, des Coréens et des Chinois, je me dis que rien de bien sérieux ne nous en empêche. Quelle projection Absolument. Moi, je suis très optimiste. L'Algérie a une nouvelle génération. Il y a beaucoup de jeunes dans ce pays. Il y a énormément de potentiel. On a été gâtés par la nature, et donc il n'y a vraiment pas de raison pour ne pas réussir. Il y a, quand on relit à travers ce chapitre les descriptions qu'on faisait des Allemands et des Japonais, les Britanniques parlaient des Allemands au milieu du XVIIIe siècle comme des feignants, incapables d'être productifs, pas ponctuels, qui ne valorisaient pas le travail. Ce n'est pas du tout l'idée qu'on se fait aujourd'hui des Allemands. Et donc, c'est des changements qui opèrent. L'industrialisation peut créer des transformations magiques au sein d'une société. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité pour adopter des changements radicaux. Il faut aussi absolument revenir à l'université, au système éducatif en général. Parce que dans l'économie de demain, un bon travailleur demain qui peut créer de la valeur, ce n'est pas seulement la personne qui... a la capacité d'apprendre un texte par cœur et le recracher, mais c'est une personne qui a la capacité de penser de manière critique, d'innover, de sortir... Alors même si les enfants aujourd'hui sont conditionnés justement à ne pas réfléchir, mais à être dans une forme de parkeurisme, oui, le système éducatif est des plus chaotiques malheureusement. Oui, et ça c'est très problématique. C'est très problématique. Il faut pousser les gens à penser différemment, parce qu'avec ce genre de système éducatif, on ne peut pas contribuer de manière significative dans l'économie du savoir. Et c'est pour ça que parmi les réformes que j'espère l'Algérie va entreprendre bientôt, une réforme dans le système éducatif est au cœur des changements qui doivent... Voilà donc travail algérien, chinois et mythe culturaliste. C'est dans cet article que vous avez justement commis, si vous me permettez, travaillé. Je le rappelle, c'est paru aux éditions Chihab. Amin Khan, très rapidement avant d'écouter d'autres invités. J'aimerais juste ajouter un point. Un de nos atouts majeurs, c'est cette jeunesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette jeunesse, malgré un système éducatif déficient,
c'est une jeunesse qui a pu se prendre en charge dans une certaine mesure, notamment grâce, là aussi, aux réseaux sociaux et à Internet, et qui a pu faire l'effort, pour ceux qui avaient envie de le faire, de s'informer et donc d'accroître ses connaissances. Et c'est grâce à ce capital de connaissances que la jeunesse a acquis que nous avons la possibilité d'avoir cette révolution. Parce que cette révolution, elle est le fait de jeunes qui ont aujourd'hui entre 20 et 35 ans, en gros. Et donc c'est une génération. Effectivement, les révolutions, historiquement, sont faites par des jeunes, hein, pas des gens qui ont entre 20... C'est pas le peine de me regarder comme ça. Hein, là. et donc, c'est une caractéristique. Mais la deuxième caractéristique importante, c'est que c'est une génération qui, contrairement aux précédentes, de par son ouverture intellectuelle et sa connaissance du monde, et sa capacité donc d'établir des critères qui sont des critères à la fois ambitieux mais réalistes, c'est une génération qui a acquis la liberté de penser. Et donc c'est grâce à cette liberté de penser et à la confiance qu'elle a trouvée en elle, qu'elle a pu entraîner l'ensemble de la société, avec toutes ces générations, dans cette merveilleuse révolution pacifique que les Algériens sont en train de faire. Et la prochaine thématique va bien sûr tourner autour de marché, sur lequel nous reviendrons bien avant la fin de l'émission. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@20tv.dz. Je le rappelle, travailler, c'est aux éditions Chihab. Alsri Tahar, bonsoir. Bonsoir. Simple question, vous qui avez connu les années 60 et 70, vous étiez un membre très actif, donc justement, de cette jeunesse, encore une fois, qui pensait, qui avait réfléchi, vu l'Algérie évoluer autrement, même si parfois vous avez été dans une forme de désenchantement total et absolu. Comment aujourd'hui pousser l'Algérien à travailler et à se projeter? Ce que vient de dire mademoiselle Qadi est très prégnant. Ça nous renseigne sur le fait que, par exemple, un peuple n'a pas dans son génome quelque chose qui fait que c'est un peuple fainéant. Moi, je voulais comparer un peu par rapport aux années 90. Comment ce peuple a résisté? Comment, dans le secteur de l'enseignement, par exemple, des instituteurs et des institutrices ont continué à travailler? Sidi Blabès, une douzaine de femmes ont été égorgées. Tout à fait. Ils étaient dans le délit de survie. Et dans toutes les écoles d'Algérie, les gens n'ont pas baissé les bras. Des usines de production d'électricité dans ma région, à Bjaya, à Derguina, où il y a eu des pressions des terroristes pour que les travailleurs de cette usine de production d'électricité ne si beaucoup d'usines ont malheureusement fermé aussi. Oui, oui, mais il y a eu une résistance. Oui, tout à fait. Ce peuple a résisté. Il a résisté durant les années 90 parce que le peuple algérien, dans ces années-là, il a résisté. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est grâce à cette résistance-là et à la résilience, quand vous me dites que le désenchantement, j'ai jamais été désenchanté par rapport à la capacité des peuples, qu'un jour ou l'autre, ils se lèveront contre leurs oppresseurs, contre les régimes qui les oppriment. Beaucoup de gens, avant le 22, disaient... Mais cette Algérie, vous l'imaginez autrement dans ces années-là? Disaient oui, mais je n'en désespère pas. D'accord. Disaient que ce peuple ne se lèvera jamais, c'est un peuple qui est da, qui est da, qui est... Beaucoup, beaucoup. Et le jour où il y a eu cette date extraordinaire, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec certaines personnes qui disaient non, il ne faut pas espérer de ce peuple quoi que ce soit. Ils étaient justement dans l'amertume la plus totale. Et puis au lendemain du 22, il y a comme quelque chose qui s'est... Eux-mêmes ont changé d'attitude. Voire même de discours. De discours vis-à-vis de ce peuple. Donc, croire en la capacité d'un peuple, il a son propre temps à lui, il a sa manière, il a le processus de résilience dans lequel était le peuple algérien après les années 90, après avoir subi le régime depuis 62, qui parmi notre génération, ma génération ou celle qui vient avant moi, ne savait pas tous les problèmes politiques depuis 62. Ne savait pas qu'en 62, il y a eu un grand problème dans ce pays. Ne savait pas qu'il y a eu un coup d'État en 65. Ne savait pas qu'il y a eu, en octobre 88, des morts. Plusieurs centaines de morts. Qu'en 2011, il y a eu
en 2001, pardon, il y a eu 124 morts. Sans oublier, bien sûr, avril 80. Alors ce que je veux vous dire, c'est que ce par quoi est traversé un peuple, sa manière de réagir, c'est qu'il était dans la résistance. Son silence était un silence armé. Tona, il a éclaté le 22. Il ne faut pas se méprendre sur la capacité d'un peuple, comme je le disais tout à l'heure, à réagir. Ce n'est pas le même temps. Il a un autre temps. Sa capacité à réagir est dans une dynamique tout autre. Les postures de petites bourgeoises sur un seuil élevé comme ça et de vouloir attendre que le peuple soit là pour pouvoir régler les problèmes, il a sa propre réaction, sa propre manière de... On a connu des intellectuels qui revosaient le monde dans les salons feutrés. Oui. Et je parle de ces gens-là qui traitaient le peuple de tous les noms. Ouais. Ils traitaient le peuple de tous les noms. Parce qu'ils ne réagissaient pas. Il ne faut pas s'attendre. C'est comme pour le travail. C'est un peuple qui ne travaille pas. Mais un jeune, combien de millions de jeunes aujourd'hui travaillent avec 5000 dinars par mois? Avec 5000 dinars. Le truc de l'APC, le truc où on donne juste, c'est fou. C'est le filet social. L'ANEM, voilà, l'ANEM. C'est des millions de jeunes, même des diplômés. Et comment voulez-vous qu'un jeune pareil donne ses pleines capacités de travail, de productivité, etc. pour toucher 5000 dinars? Vous vous rendez compte ce que c'est? 15 000 dinars à des chefs de famille. Un SMIG à 18 000 dinars. Des handicapés donc on ne valorise pas le travail aujourd'hui. Des handicapés qui touchent 4 000 dinars. Et après qu'on vienne du haut d'un ministère ou bien d'un premier ministère, dire que ce peuple est un peuple fainéant. Et d'assister. Et d'assister. Eux qui étaient dans la prédation, qui était dans la prédation. Voilà. Quand la rente pétrolière, c'est pas moi qui le dis aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est même ceux qui dirigent qui le disent. Le mot Aïsaba, des bandes organisées. C'est ça l'Aïsaba, c'est une bande organisée. Voilà. Qui piochait dans ce qui est notre bien commun. Oui. Le bien du peuple, le bien de cette nation. Ce pourquoi on a eu la guerre de libération nationale pour s'émanciper du colonialisme et construire une société démocratique et de liberté. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent traiter ce peuple de fainéants, de non productifs, etc., c'est parce qu'ils sont dans des postures, dans des attitudes toujours de domination, d'hégémonie sur ce peuple. Et dans ces conditions-là, dont vous parlez depuis le début de votre discours, Al-Khetahar, quel est aujourd'hui réellement le rapport du citoyen algérien au travail? On est dans une forme de valorisation, de négation, de non-projection, on est dans quoi? Chauffe, je vais vous dire une chose. Travailler, quand on travaille, pour donner une bonne productivité, il faut en contrepartie recevoir l'effort qui a été donné, sur tous les plans. Sur tous les plans. Il faut une organisation sociale, il faut une démocratie, il faut des libertés, il faudrait que tout concourt à ce que le travail soit reconnu à sa juste valeur et qu'on vive dans des conditions permettant la réalisation de son propre être. C'est tout. Une personne qui ne peut pas, qui doit travailler 8 heures, elle n'en fait que 6 heures, c'est parce qu'en contrepartie, elle ne touche que 18 000 ou 20 000 ou 20 000 Et pourtant, vous valorisez ce travail à travers toutes les photos qui figurent dans cet ouvrage. Oui. Travailler, certaines photos qu'on a déjà eu le plaisir de voir dans votre ouvrage Béjaïal, Ma pupille, mais également d'autres photos exclusives. Il y a une valorisation, presque une sacralisation du travail dans vos réalisations photographiques. Oui, parce qu'il faudrait qu'on fasse nos propres images. Ça, c'est une manière un peu de m'inscrire dans la fonction sociale de l'artiste. Les photos qui sont en résonance à travers tous les textes. En tant qu'artisan photographe, vous savez, dans mon deuxième livre, j'ai fait les montagnes, oui. Ouais. J'ai fait les montagnes de Kabylie. La terre, oui. Cette terre, la terre. Nourricière. La terre, notre terre. Notre terre, celle dont vous parlez tout à l'heure depuis des siècles, le peuple du centre de l'Afrique du Nord a mené des batailles
contre les occupants, contre les colonisateurs. C'est un peuple extraordinaire. Il faut les voir dans des régions complètement isolées. Isolées. Comment les gens continuent à travailler, se contentant de peu, mais ils continuent à travailler. Ils ne sont pas fainéants, ces gens-là. Ils ne sont pas fainéants. Et quand vous voyez ces gens travailler dans des conditions, dans des terres vraiment ingrates, et ils bossent, ils travaillent, ils produisent autant que faire se peut, et ils ont une philosophie, quelque part, c'est que les discours qu'ils entendent sur le fait que le peuple algérien est fainéant, etc., il y a une charge émotionnelle dans votre... très important dans votre... Ils font et ils travaillent. Et vous avez des photos que j'ai prises dans des régions, comme je vous disais, pratiquement une double actualité en ce qui vous concerne. Hein. D'abord, vous avez collaboré à cet ouvrage, travaillé, qui a conditionné la rencontre de ce soir, mais à quel, je le rappelle encore une fois, édité à compte d'auteur. Ça, je vous promets de vous consacrer toute une émission. Et c'est vous qui ramènerez vos invités. Ce ne sera pas la première fois. Et certainement pas la dernière, du moins tant que je suis encore là aujourd'hui. Voilà. Vous écrivez, j'ai sillonné ce territoire, j'y ai rencontré des hommes, des femmes, que j'ai aimé, j'ai respiré l'humus de la terre et caressé les pierres de ces villages. À quel est un irrésistible désir de restituer et de partager mes sensations, celles ressenties face à ces paysages, à leur puissance, à leur délicatesse, à ce que je sais, à ce que je ne sais quoi qui éblouit le regard, pénètre en soi pour faire corps avec les éléments, la matière et la lumière. Un état de plénitude, une agréable et légère perte de soi pour retrouver un corps terre, un corps poème, comme disait si bien celui qui parlait de l'Algérie, ce pays écrasé de soleil et de lumière, bien sûr, Jean Sénac. Ça s'appelle Akel, ça je vous promets de vous consacrer toute une émission, c'est une promesse. On revient encore une fois pour aborder, vous aurez le dernier mot. Hein, non, vous m'avez dit le pourquoi que je m'intéresse aux gens qui travaillent. C'est aussi pour faire le contrepoint, pour dire que ces gens-là existent dans ce pays, ils travaillent. Et ils travaillent. Et c'est aussi la fonction de l'artiste. Il doit s'impliquer et faire en sorte de produire des images qui sont les nôtres à partir de nous-mêmes. Oui. J'ai souvent dit que la seule iconographie qui existe de l'Algérie, c'est une iconographie coloniale. Tout à fait. Et je suis heureux. Produire nos propres images. Là, pendant les marches, et avec la démocratisation un peu des trucs de la vidéo, de la photo, des portables, etc., c'est fou comment les gens aujourd'hui, des centaines de milliers de gens, avec leur portable, avec leur appareil photo, filment, prennent des photos, etc. Et c'est un bonheur. Et un bonheur de vous retrouver dans cet ouvrage pour une deuxième aventure. Après Béjaïa, ma pupille, c'est Momo Aïnia, comme pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver. Je le rappelle encore une fois, votre déclaration d'amour à vos terres, parce qu'il est question de terre avec Absolument. S, s'il vous plaît. Kabyle, bientôt en vente chez les bons libraires. Voilà donc, pensez, nous abordons les 10 dernières minutes avant la fin de l'aventure de ce soir. Et j'ai ressenti également une charge émotionnelle dans le discours de notre quatrième invité. C'est ce que je disais à Amin Khan pendant la séance de maquillage. Une charge émotionnelle et puis un rapport, une aventure profondément humaine. Ahmed Maïdi, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes artisan, vous êtes né à Azfoun, vous dites. Non, je suis né à la Casbah. À la Casbah, non, je suis originaire d'Azfoun, mais ma famille est installée à la Casbah depuis 5 générations. Oui, le travail est quelque chose de très sacré en vous et chez vous, justement, à travers le texte qu'ont recueilli et Amin Khan et Al-Sqitahar, parce que vous écrivez, j'étais jeune en 1968, j'avais à peine 11 ans, Allah yarhamhum, Mekraza, Gerwabi, Soufi, Hassan Saïd, Mohamed Rachid, et j'en passe, venaient répéter chez mon père. Il mangeait des beignets, il répétait, vous me donnerez presque l'eau à la bouche à presque 23 heures. Il n'y avait pas à l'époque d'endroit où répéter. C'est toute l'équipe qui était là, le chir et ses musiciens, et moi j'étais toujours présent. Et je me rappelle qu'à un certain moment, j'étais atteint du mal de l'art, Mard al-Fenn. Tout s'excède. J'ai pris un bidon d'Esso, c'est une autre marque bien sûr, oui, je lui ai mis un manche en bois, des cordes, des fils de pêche et j'en ai fait une guitare, j'ai pu en sortir des notes. Et depuis, la passion de la musique et tous ces souvenirs qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui ne vous ont jamais quitté. Oui. Jamais. C'est inné en soi. Oui. Parce que l'Algérie, et j'en suis convaincu, c'est le meilleur pays dans le bassin méditerranéen et en Afrique. De par
sa diversité culturelle, linguistique, économique, etc., etc. Peut-être que vous nous parlez de toutes ces valeurs humaines. Mais je vais vous en parler, bien sûr, si vous allez-y. me permettez. Bien sûr. À titre d'information, moi je suis né à la Casbah. Mon père et mes grands-pères sont nés à la Casbah. La Casbah avant l'indépendance, c'est l'un des premiers vendeurs de qalb al-lawz. Oui. Tout à fait. Le qalb al-lawz, il a été introduit par le Hajj Lounis. C'était le premier. Et le magasin de votre père, désolé de vous interrompre, Oui. était mitoyen. Oui, mais qui était mitoyen au café de l'Hajj Mohamed Al-Anqa. Non, avant. Oui. Mon père, nous, on est nés à la Casbah, Fa'ali Medfa'al. Mon père, il avait un petit magasin de pâtisserie orientale. Mais après l'indépendance, il s'est installé juste à côté du café Le Malakouf, qui était détenu à l'époque par le Hajj Stiti, le Hajj Moukran. Parce qu'il a acheté les bails chez la femme de Hajj Merizq et chez l'Anqa. C'est à partir de 73-74 que l'Anqa a racheté le cas. Et moi, le hasard a fait que mon père était là depuis 67, et à l'époque, 67, moi je suis né en 57, j'avais à peine 10 ans. J'étais tout le temps présent avec mon père. Alors je voyais tout ce beau monde qui venait chez mon père pour être répété, et c'est là que j'ai appris à jouer de la guitare. Vous avez même été frappé lorsque vous aviez, lorsqu'un ami de votre père vous a promis une guitare, et lorsque vous la réclamiez à votre père, ce dernier vous a donné une raclée mémorable. Une guitare. Oui. Et avoir une guitare à l'époque, c'est pas donné. Ah non. Alors la guitare, elle a dormi avec moi 3 jours. C'est pour ça que j'ai eu la raclée. Il y a l'artiste et celui qui a l'âme artistique. L'artiste, on lui montre quelque chose, il a reproduit, mais celui qui a l'âme artistique, c'est celui qui tire du néant ce qui n'existe pas. Vous écrivez, les métiers manuels ont disparu de notre pays. Les jeunes ne veulent plus travailler. Ils ne veulent plus passer 2 ou 3 ans à apprendre un métier. Ils préfèrent aller à Loncège, dont on parlait à l'instant. Attendez, et acheter une camionnette. Pour que l'artisanat reprenne, il faudrait d'abord que les autorités aient de la considération pour les artisans, ceux qui existent encore. Il y a un vieux, Allah yarhamou, qui était un très bon artisan, bien meilleur que moi. Il savait tout faire. Celui qui a fabriqué les armes qui ont servi pour le film de Cheikh Bouamama. J'ai eu l'occasion de parler avec lui une fois. Il m'a dit, mon fils, je vais mourir. Et j'ai beau faire avec les responsables, je n'ai jamais réussi à obtenir un local où enseigner et transmettre mon savoir à des jeunes. Il est mort. Il a emporté tout ce savoir avec lui dans la tombe. Oui. C'est la chasse aux artisans. Maintenant, quand vous voyez un artisan, vous le trouvez dans un semblant d'atelier. Moi, là où je suis, j'ai un atelier de 4 mètres carrés, au fond d'un marché. Et j'ai 22 femmes qui viennent apprendre. Oui. Parce que vous êtes dans l'information et la transmission. Mais je ne peux pas, je suis dépassé. L'exiguïté du local ne me permet pas d'avoir plus. Je les fais sortir dehors. Et ils travaillent, ils apprennent le métier. Et ils commencent à fabriquer des choses. Et ils les vendent dans des expositions de vente. Ça veut dire que ces femmes-là qui viennent... Je vais vous dire une chose. J'ai une femme, une ancienne moudjahida, elle a 84 ans. Elle vient apprendre chez moi la peinture sur bois. Est-ce que une femme qui a 84 ans et qui trouve du plaisir à apprendre un métier est fainéante? Le problème de Loncège, pour moi, c'était pour casser la jeunesse algérienne. Parce qu'un jeune Algérien de 18, 20, 22 ans, quand vous lui ouvrez un compte et que vous lui donnez gratuitement de l'argent pour acheter un camion, un truc, qu'est-ce qu'il va faire avec un métier? J'ai l'impression de relire votre qsid qui a pour titre La malédiction, l'ana. Mais j'invite par la même occasion ceux qui nous regardent ce soir de pousser les portes de leur libraire pour acheter cet ouvrage. Travaillé, je le rappelle, paru aux éditions Chihab. Vous écrivez, attendez, parce qu'il y a un passage qui m'a beaucoup ému. Vous écrivez, en 1984, j'ai visité le musée du Louvre, j'ai visité presque tous les musées de Paris. Mes amis m'ont vu photographier au château de Versailles et se sont moqués de moi. Ils préfèrent se faire photographier à
Barbès, dans une taverne, avec un sandwich et une bière. Ils ne savent même pas que le château de Versailles existe. Alors, quand tu arrives au portail du château, tu as envie de payer et de leur dire « Merci, je ne rentre pas, le portail me suffit ». Tu pourras ramener tous les ferronniers d'Alger. Ils ne pourraient pas faire ce portail. Pourquoi sont-ils arrivés à ce niveau et pas nous? Grand point d'interrogation. Vous dites un peu plus loin. Donc je suis entré au musée du Louvre, je jeûnais, j'ai vu la chambre nuptiale de Bonaparte et j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce qu'à l'époque déjà, ils étaient capables de faire d'aussi belles choses avec la peinture sur bois. Je pourrais faire un salon ou une chambre à coucher, mais pas dans un local, vous le disiez à l'instant, de 4 mètres carrés. Après, ils te ramènent des Marocains, des Tunisiens. Vous savez qu'on a le complexe du colonisé, n'est-ce pas? Oui. Fais quelque chose, les nôtres ne le verront même pas. Fais la même chose et donne-la à un étranger et demande-lui de la montrer à ces êtres, à ces têtes d'âne. Eh bien, ils seront émerveillés. Et je ne pouvais pas refermer cet ouvrage que je conseille à ceux qui nous regardent ce soir. En vous lisant, vous dites à la fin, je n'ai jamais mis mes poèmes en musique. Pourtant, je joue du mandol. J'avais un mandol fait par Mohamed Chafa lui-même, un maître luthier installé sous le Tilimli aux 7 merveilles. Quand j'étais gosse et que j'accompagnais mon père chez Chafa, j'adorais être là et sentir l'odeur du bois. J'observais Chafa au travail, comme il travaillait le bois, comment il faisait les finitions. C'était extraordinaire. C'était des moments de jouissance. On ne peut comprendre que c'est semblable. Mon père me disait, Ahmed, le muet, sa mère le comprend. En 1994, je me suis débarrassé de tous mes instruments de musique. J'avais un mandol, deux guitares, de banjo et un violon. J'ai abandonné le chabi, mais la poésie, je n'ai pas pu parce que tout simplement, elle vous habite. Et je voulais vous dire merci d'avoir fait une halte sur notre plateau. Travaillez, je le rappelle encore une fois, sous la direction de Amin Khan, vous l'aurez certainement remarqué, plus actuel que jamais à travers des textes d'intellectuels, de penseurs, également de chercheurs et de photographes, bien sûr. Mais Amin Khan, c'est déjà à la fin de l'émission parce que la musique nous annonce déjà la fin de notre viatique de la nuit. J'espère vous retrouver très bientôt pour marcher. Nous marcherons et nous marcherons parce que nous nous sommes tant aimés, mon cher ami. J'espère vous recevoir très très bientôt pour d'autres rencontres ici même parce qu'il y a cet ouvrage qui sortira très bientôt, j'imagine. J'espère début mai, Inch'Allah. Voilà, très bientôt. Merci beaucoup, Tin Hinan. Merci à très bientôt, j'espère. Nous allons partir en Chine, en Suisse et revenir, bien sûr, ici à Alger. Merci, Al-Sretahar. À très bientôt, j'espère. Que dis-je? Bien sûr, avec Akal Terre, je vous rappelle encore une fois, Kabyle, en vente à partir de... Quinzaine de jours. Quinzaine de jours, bien sûr, chez les bons libraires. Et puis également, un grand merci à Ahmed Maïdi, amoureux dans l'âme d'Alger, de ses senteurs du passé, de tous ses instruments. Vous avez tout vendu, mais l'âme habite encore votre corps. Merci beaucoup encore une fois. Gardons le contact sur notre adresse cultureclub@entv.dz et que la nuit vienne reposer et apaiser nos esprits parfois si tourmentés. Je vous l'ai dit, il aura certainement le dernier mot. Al-Sretahar. Pour vous dire qu'il travaille dans le fameux local de 4 mètres carrés dans mon quartier. C'est à le marché de la Roberceau, de l'ex-Roberceau. Et je le vois presque chaque jour. Il faut aller le voir, comment il travaille, comment il transmet son savoir-faire à beaucoup de femmes dans un endroit très réduit. Et c'est un bonheur, il vous offrira du thé et du café. Voilà, pour veiller tard avec nous comme chaque dimanche soir. Alors si vous avez manqué cette émission ici, nous vous manquons, allez savoir. Elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h50, sinon en replay bien sûr sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien. Merci madame, merci messieurs, merci à vous. Et à la semaine prochaine pour aborder les dernières émissions avant l'arrivée du mois sacré du Ramadan. Bonne nuit et à la semaine prochaine.